Suivez le 1945 avec l'hôtel Saphir et les tours jumelles de Brazzaville. 1945, Judicaël Moussirou. Nous sommes le jeudi 11 juillet 2024. Vous avez eu raison de rester fidèle à ces directs. 1945 démarre. Judicaël Moussirou. L'actualité de ce jeudi 11 juillet 2024, c'est à suivre dans ce condensé de reportages et on se retrouve juste après. Avec un taux de 27,5%, l'inflation en Égypte continue de ralentir. L'inflation a diminué pour le 4e mois consécutif en juin, passant de 28,1% en mai à 27,5%. Cette baisse prolonge la tendance amorcée depuis un record de 38% en septembre 2023. Les autorités égyptiennes ont adopté des mesures comme le ciblage de l'inflation et un taux de change flexible pour maîtriser les prix. Les analystes mettent en garde contre des risques potentiels. Des hausses des prix administrés comme le carburant, les médicaments, les engrais et le gaz naturel pourraient inverser la tendance. Depuis mars, l'Égypte met en œuvre des mesures d'austérité dans le cadre d'un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Le FMI a reporté sa 3e revue du programme au 29 juillet pour permettre au pays de poursuivre son objectif. Le conseil d'administration devrait débloquer pour l'Égypte un paiement de 820 millions de dollars. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu mercredi avec le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, en visite à Pékin. Les deux chefs d'État ont convenu d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Les dirigeants ont rappelé que l'hymne national de la Guinée-Bissau symbolise l'amitié profonde qui lie leurs deux peuples. Le président Xi Jinping a évoqué tout à l'heure notre hymne national, celui que nous chantons tous les jours. Il a été écrit par notre père fondateur et composé par un ami chinois. C'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. La Chine nous a soutenus avant et après la fondation de notre pays. Et nous avons toujours été solidaires de la Chine. La Chine n'a pas seulement aidé la Guinée-Bissau, elle a aussi soutenu l'ensemble du continent africain. À l'invitation de Xi Jinping, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, sera en visite d'État en Chine jusqu'au 13 juillet. Le 10 juillet 2024 marque les 100 premiers jours de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Dès le début de son mandat en avril, le président Faye a orienté sa gouvernance vers la transparence et la justice sociale. Son administration se concentre sur la lutte contre la corruption, la souveraineté économique et la réduction du coût de la vie. Les 3 premiers mois ont ainsi été marqués par des mesures importantes comme la baisse des prix des denrées alimentaires. Le président sénégalais a aussi engagé des réformes dans la justice. Sur le plan international, il a favorisé la diplomatie de proximité avec des visites dans des pays voisins, puis en France. Il a aussi œuvré pour l'unité régionale au sein de la CEDEAO. Après 100 jours au pouvoir, le président Faye doit encore jongler entre ses promesses et les défis du chômage et les inégalités économiques. Au Mali, les militaires au pouvoir ont autorisé la reprise des activités politiques. En avril dernier, le colonel Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir par la force en 2020, avait décrété une suspension des activités des partis et des associations politiques, les accusant de subversion. Il avait affirmé que leurs échanges stériles pesaient sur le dialogue national en cours. À l'approche de l'échéance de mars 2024, période durant laquelle les militaires devaient remettre le pouvoir à des civils après des élections, les partis avaient protesté contre le maintien de ces derniers à la tête du pays. Le dialogue national qui a eu lieu en dépit des appels à boycott des principaux mouvements politiques a débouché en mai sur des recommandations préconisant le maintien des militaires de 2 à 5 ans supplémentaires. Depuis 2022, les militaires au pouvoir ont multiplié les actes de rupture, rompant notamment l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens et poussant vers la sortie la mission de l'ONU, MINUSMA.
Ayant presque abouti, les pourparlers de paix au Soudan du Sud se sont heurtés à des obstacles. L'alliance du mouvement d'opposition du Soudan du Sud a déclaré qu'il serait inutile de signer un accord si la loi sur la sécurité nationale est promulguée par le président Salva Kiir. L'ONG Human Rights Watch a également appelé Salva Kiir à rejeter le projet de loi controversé, affirmant qu'il porterait atteinte aux droits de l'homme et renforcerait les violations des droits. Les pourparlers ont débouché sur un projet d'accord proposant de prolonger la période de transition du pays et de reporter les prochaines élections afin de permettre l'achèvement de la Constitution, ainsi que la mise en place de frontières entre les circonscriptions et d'une force de sécurité unifiée, comme cela avait été proposé lors des pourparlers de paix de 2018. L'accord de paix signé il y a 6 ans avait mis fin à une guerre civile faisant rage depuis 2013 en prévoyant la création d'un gouvernement d'union nationale avec Salva Kiir au poste de président et son rival Riek Machar comme vice-président, les deux hommes au centre de la guerre civile qui fit près de 400 000 morts et des millions de déplacés. C'est dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Congo et le Rwanda depuis plus de 4 décennies que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu ce mercredi avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Jean-Patrick, porteur d'un message écrit du président Paul Kagame à son homologue congolais. Le premier point de ce message a porté sur le soutien du Congo à la candidature du Rwanda au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Premièrement, c'était pour solliciter le soutien de son Excellence le Président à la candidature du Rwanda, du docteur Richard Mihigo qui est ici, au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique qui est basé ici à Brazzaville et pour les élections qui auront lieu le mois prochain, le 27 août. Une expérience solide de plus de 30 ans dans le domaine de la santé publique, que ce soit au niveau national, régional ou international. Il a aussi 18 ans d'expérience à l'OMS. Le deuxième point, quant à lui, a été relatif à la polémique née au sujet de la prétendue vente des terres du Congo au Rwanda. Pour le chef de la diplomatie rwandaise, le Congo n'a pas vendu ses terres au Rwanda. Cette polémique, a dit le ministre rwandais, n'a pas sa raison d'être. Deuxième point, c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement, mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords, qui sont en fait des accords gagnant-gagnant. Notons que cette rencontre a eu lieu à quelques jours de la tenue au Rwanda des élections générales du 15 juillet prochain. Le président camerounais Paul Biya a obtenu mardi l'approbation des législateurs pour repousser les élections législatives et locales jusqu'en 2026. Une décision que les partis d'opposition craignent car cela va compliquer leur capacité à contester l'élection présidentielle de l'année prochaine.
Les législateurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de Biya, majoritaires à l'Assemblée nationale, ont voté en faveur du projet de loi prolongeant leur mandat d'1 an jusqu'en mars 2026. Les élections législatives et municipales se dérouleront après le scrutin présidentiel de 2025. Ce report a été justifié par la nécessité d'alléger le calendrier électoral selon François Ouakata-Bolvin, ministre délégué à la présidence, le pays ayant initialement prévu 4 scrutins pour l'année prochaine, y compris celui des conseils régionaux. À 91 ans, Biya est l'un des présidents africains les plus anciens. Succédant à Amadou Ahidjo en 1982, il a remporté une série d'élections dont la dernière en 2018, marquée par des allégations de fraude de la part de ses opposants. Des hommes armés ont attaqué une petite embarcation en bois transportant des migrants au large des côtes libyennes. Le navire de sauvetage de l'organisation humanitaire SOS Méditerranée a publié une vidéo de l'attaque. Des images saisissantes capturent le moment où les sauveteurs approchent les migrants, tandis que le groupe de bandits sème la panique à bord. Valeria Torino, qui dirige l'ONG, précise que les assaillants étaient à bord de 2 canots pneumatiques non identifiés. Au cours de l'opération de sauvetage, 2 bateaux non identifiés sont arrivés. 2 personnes armées au visage masqué sont montées à bord du bateau en bois, provoquant la panique parmi les migrants qui ont pris peur et se sont jetés à l'eau. Notre équipage les a rapidement secourus, mais l'un d'entre eux s'est effondré alors qu'il montait à bord de l'Ocean Viking. Selon SOS Méditerranée, 93 personnes se trouvaient à bord du bateau, parmi lesquelles une personne a souffert d'hypothermie et de détresse émotionnelle. Cette semaine, les ONG ont porté secours à plus de 300 personnes. Elles dénoncent un manque d'implication de la part des gouvernements. Les États n'envoient plus de navires de sauvetage en Méditerranée centrale depuis quelques années, ce qui a entraîné une augmentation de la présence de personnes armées et de la violence à l'encontre des naufragés ou du personnel d'aide humanitaire. Les départs de migrants depuis l'Afrique se multiplient à la faveur de l'été qui offre de meilleures conditions de navigation. Mais la voie migratoire en Méditerranée centrale reste l'une des plus dangereuses au monde. Depuis le début de l'année 2024, 884 migrants sont morts en mer, dont 48 enfants, selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies. Voilà, c'est la fin de ce 1945. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir.